Mystère, audace, surprise, insolite, amour, toujours pour vous, entre nous, interview. Bienvenue dans ma boutique, et donc je vous présente ce que je fais en gros. Je restaure, j'achète, je revends, je nettoie des jouets qui vont de 1900 à 1980 à peu près, en sachant que les générations avançant, petit à petit, des gens plus jeunes s'intéressent à des jouets des années 90, même des années 2000. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les époques des jouets et les modes de fabrication qu'il pouvait y avoir depuis 1920 pour les voitures à peu près. Donc on va commencer un petit peu dans l'histoire de l'automobile, où on va commencer par des jouets qui sont vraiment anciens, et on parle de jouets qui datent à peu près de 1928-1930. Là j'ai choisi celle-là précisément parce que c'est une Citroën, et qu'à l'époque André Citroën, qui fabriquait donc des vraies voitures, avait déjà la fibre commerciale, puisqu'il avait décidé de fabriquer des jouets de ces voitures Citroën qu'il fabriquait en vrai, en sachant que les enfants qui jouaient avec des Citroën allaient devenir des clients potentiels futurs. Donc il avait l'intelligence, et ça a été un des premiers, ou pratiquement le premier en France en tout cas, à fabriquer des miniatures de ces vraies voitures. De 1925, qui est dans un état exceptionnel d'origine, même si vous voyez que la peinture est un peu imparfaite, en réalité c'était terminé à la main, et c'est vraiment d'origine. Ensuite, on va avancer un petit peu dans le temps avec les célèbres Dinky Toys dont tout le monde a entendu parler. Donc vous voyez que les modes de fabrication évoluent petit à petit, mais que malgré tout, dans les années 50, vous n'aviez toujours pas de vitres, ni d'intérieur, ni de suspension, ni de partie ouvrante. Donc la technologie, en réalité, le jouet suivait l'avancée de la technologie de l'époque. Là, on va prendre une petite 2 chevaux. Donc là, qui au niveau fabrication est beaucoup plus récente, et vous voyez que là, il y a des pare-brises de l'intérieur, il y a déjà l'apparition des matières plastiques, des petits phares diamants, des suspensions, comme sur la vraie 2 chevaux, suivant toujours l'évolution du jouet, qui a suivi l'évolution de la technologie, donc aussi des matières. Nous sommes ensuite passés à des matières plastiques, qui aujourd'hui nous semble un peu désuète, mais qui à l'époque était vraiment le nec plus ultra, puisque le plastique de grande consommation est apparu vraiment dans les années, on va dire 55-60. Donc avoir une voiture en plastique, et en plus avec des portes qui s'ouvrent, pour un petit garçon, c'était vraiment la mode vraiment suprême. C'était vraiment quelque chose de chic. Alors en règle générale, tous les modèles que vous voyez là ont été fabriqués à l'époque. Ce qui veut dire, grosso modo, le temps d'avoir les autorisations constructeurs, à peu près 1 an après la sortie de la véritable voiture. En sachant que certains fabricants de jouets se battaient entre eux pour avoir l'exclusivité de la sortie d'un modèle. Et que parfois, dans certains cas de Renault, je ne me rappelle plus exactement les modèles, ils ont réussi à sortir le jouet le jour de la sortie de la vraie voiture. Alors pour des voitures de sport, évidemment l'évolution a suivi un peu la même chose que pour tous les autres véhicules, et on peut prendre par exemple cette Dinky Toys qui représente une Thunderbolt, qui était une voiture de record des années 1937-1938, et qui était donc réalisée avant-guerre par Dinky Toys, mais en Angleterre. Fabriquée en France par Solido, une marque française bien connue, qui en fait était un coffret de construction. Un coffret de construction avec la boîte d'origine. Donc ça, c'est une boîte à peu près de 1940. Et vous aviez dedans, à l'origine, un châssis, un moteur, des roues, et vous pouviez changer la carrosserie
pour faire 2 voitures différentes. Et cette voiture est motorisée, avec 2 vitesses différentes. Et on parle quand même de 1940. Donc vous voyez, c'était technologiquement très avancé à l'époque. Et puis ensuite, évidemment, la technologie a suivi. Après, on va arriver dans les années 50 avec une petite Maserati des 24 heures du Mans, où là, on commence à voir l'apparition du plastique pour le pare-brise, entre autres, mais toujours pas d'ouvrant, toujours pas de suspension, rien de particulier en plus. Et si on avance dans le temps, on va avoir la même évolution avec des modèles de chez Solido cette fois-ci, qui va être beaucoup mieux fini, avec un volant, un intérieur, des ouvrants, et surtout, ce que les enfants appréciaient énormément à l'époque, une suspension. Ça roulait bien dans la cour de récréation. Après, ont été utilisés pour faire des jouets. Depuis l'Antiquité, où on utilisait la terre, on faisait des petits chevaux en terre, en bois, en ce qu'on avait sous la main. Évidemment, la matière a suivi l'évolution du jouet, ou le jouet a suivi l'évolution de la matière, plus exactement. Et on a, bien sûr, aussi des jouets qui sont fabriqués en tôle. Alors on peut comprendre qu'aujourd'hui, ce genre de jouet n'est absolument plus aux normes pour les enfants, puisque vous avez des bords en tôle tout coupants, et on donnait ça dans l'avant-guerre à des enfants. Évidemment, c'était quand même relativement dangereux, même si c'était joli. Vous aviez aussi ce genre de jouet animé. Tout le monde, à l'époque, on parle des années 50, il y avait des dizaines de marques en France, et bien plus encore en Europe, où tout le monde rivalisait d'ingéniosité pour essayer d'attirer les enfants. Donc là, vous avez une petite voiture de course, motorisée, et quand vous la faites rouler, en fait, le pilote se penche dans le sens dans lequel les roues tournent. Après, le célèbre pistolet à pétard, bien sûr, que tout le monde connaît, pistolet de cow-boy, qui a été fabriqué par des dizaines et des dizaines de marques dans le monde. Celui-là est de la marque Solido, c'est une marque française. Il a l'avantage surtout d'avoir sa boîte d'origine, sa boîte d'époque. Comme je le disais, il y avait une lutte acharnée, bien sûr, pour attirer les enfants vers les marques qui pouvaient exister à l'époque. Donc vous avez là, par exemple, fabriqué par Solido, un char de base, mais ça, beaucoup d'autres en fabriquaient. Sauf que eux, ils ont été beaucoup plus loin, puisqu'ils ont pris le même char et ils l'ont motorisé. Et il fonctionne comme un vrai char, c'est-à-dire que vous pouvez le faire fonctionner marche avant, marche arrière, le ripage, et ça fonctionnait très très bien. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, dans la cour de récréation, avec ça, vous étiez vraiment le chef. Bon, le prix de cet objet, à l'époque, était prohibitif, à savoir qu'entre le modèle de base et le modèle électrique, il y avait environ un prix de 1 à 10. Voilà, donc pour avoir le modèle motorisé, il fallait vraiment être très très sage. Nous avions par exemple, là on parle d'un jouet des années 50, un gros tracteur fabriqué par la marque CJ, une marque française encore une fois. Donc vous voyez que même pour les amateurs, le volant moteur fonctionne aussi. Ce volant moteur, ceux qui savent, qui connaissent un petit peu les moissonneuses-batteuses, était relié par une courroie à la moissonneuse-batteuse pour la faire fonctionner. Et vous avez la direction qui fonctionne, et vous avez le siège sur une suspension comme le vrai tracteur. Et c'était un tracteur Renault. De jouets un petit peu de luxe, mais totalement différents. Par contre, nous avons par exemple un jouet fabriqué par une société allemande. On parle d'un jouet de 1940 à peu près. C'était la société Tipco qui fabriquait ce genre de jouet. C'est la représentation d'un tracteur chenillé. Savoir qu'à l'époque, les matières plastiques n'existant pas, les bonhommes sont en ce qu'on appelle la composition. La composition, ça regroupe en fait à peu près toutes les matières. On prenait un moule, on mettait dedans de la sciure de bois, de la colle,
du plâtre, du talc, on compressait et on appelait ça pompeusement composition. En réalité, c'était de la matière un peu de recyclage, on va dire. Donc là, on va maintenant passer dans des jouets des années 50, fabriqués entièrement en tôle, mais qui, même à l'époque, étaient d'un prix particulièrement élevé. Surtout cette version luxe, entièrement motorisée. Donc vous pouvez voir que vous avez une commande avec marche avant, marche arrière, droite, gauche, direction électrique et non pas avec un câble. Et vous avez en plus de ça la benne qui se lève électrique. À peu près 1955, vous imaginez, il a quelques années ce camion, donc pour qu'il fonctionne encore, c'est qu'il a été conservé dans de très bonnes conditions. Et on a la chance d'avoir un modèle avec des piles que l'on arrive encore à trouver facilement. Donc là nous avons maintenant un petit canot à moteur en tôle qui date des années 40. Le célèbre canot de bassin de la marque Hornby que beaucoup de gens ont connu, enfin beaucoup de gens aujourd'hui, on parle plutôt de nos grands-parents évidemment, et qui donc fonctionnait très très bien, mais avait malheureusement la fâcheuse tendance de couler un peu facilement, ce qui fait que dans de nombreux lacs et étangs, il doit y en avoir encore pas mal qui traînent, en moins bon état que celui-là. Et là vous avez la notice de chez Mécano pour l'entretien du bateau, et vous aviez bien sûr les publicités de l'époque et la boîte, une assez jolie boîte d'ailleurs en carton, boîte qui est d'origine, pas trop abîmée, en sachant que le jouet a pas loin de à plus de 70 ans. Maintenant, on va changer un petit peu d'époque. Je pense que vous avez tous reconnu le célèbre chasseur-qui de la guerre des étoiles, avec son bruit très particulier. Pour les amateurs qui l'ont revu ces derniers jours, et ben, ça leur rappellera pas mal de choses, je pense. Donc la petite diode qui s'allume, les méchants qui arrivent, et puis on s'amusait très bien avec tout ça, mais malheureusement ça coûtait très cher et c'était assez fragile. Et après le chasseur-T, tout le monde reconnaîtra le fameux X-Wing de Star Wars, hein, bien sûr, avec le petit R2D2 qui sert à ouvrir les ailes, bien sûr. Et les amateurs auront reconnu la version accidentée de l'avion, qui est plus rare que la version basique. Donc vous avez là la notice explicative, comment fonctionne l'engin, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà. Et une très jolie boîte, et là on remonte quand même au début des années 80, donc on reconnaît bien le graphisme de Star Wars, hein, le retour, le Empire contre-attaque. Et maintenant nous allons réunir des époques, c'est-à-dire que là nous avons un petit tramway fabriqué aux alentours de 1918-1920, et nous allons arriver, pas à notre époque, mais presque, pour les amateurs de Star Wars toujours, qui vont reconnaître très rapidement le R2D2, qui va être très surpris de voir quelque chose qu'il ne connaît pas, et qui va inspecter donc ce jouet de 1920. On va terminer un petit peu l'histoire du jouet avec des choses qui sont de fabrication des années 80 et qui ne manquent parfois pas de charme. Enfin, c'est vous qui allez en juger en tout cas. Hop, allons-y, on va voir ce qu'il fait celui-là. Hop. Voilà, un robot dragon
ou plutôt un dragon déguisé en robot, comme vous voulez. Pour l'univers du bazar des rêves, je vous dis à très vite pour de prochains contenus.